Tu viens donc, Faiza, clôturer un cycle de conférences qui a commencé avec Dao Dirbal et Mathieu Rigouste, ensuite avec Kauter Archi, et enfin aujourd'hui avec toi. Et je dois dire que, au-delà des multiples pistes de réflexion que vous nous permettez d'explorer, au regard du contexte sociopolitique actuel, au regard d'un contexte sociopolitique malmené, au regard d'un contexte sociopolitique maltraité, éreinté par les défenseurs d'une identité qui serait à racine unique, je dois dire que vous nous permettez, au-delà de fabriquer cet objet intellectuel, de prendre soin de nos êtres, de préserver notre humanité. Et en cela, je tenais réellement à te remercier à nouveau aujourd'hui. Je voudrais, dans un premier temps, te demander finalement ce qui s'est passé entre Kif Kif Demain et la discrétion, que tu nous parles un petit peu de ce cheminement, Faiza, avant d'ouvrir la discussion. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Franchement, je suis vraiment ravie d'être là. Je l'ai dit hier, je réitère, c'est un bonheur d'être ici avec vous. Hier, j'ai été hyper honte parce qu'on a fait cette question pour tout vous dire. Et après, quand la soirée s'est terminée, je me suis dit que c'était beaucoup trop long comme réponse, donc je vais essayer d'être un peu moins long ce soir pour répondre. Je dirais que donc, ça fait quand même, moi j'ai écrit Kif Kif Demain quand j'avais 17 ans, j'en ai aujourd'hui 36, presque 37 l'année prochaine, ça va faire presque 20 ans. Donc sur ces 20 ans de recul, c'est vrai que c'est dur de faire un résumé, mais j'ai le sentiment que dans une forme d'adversité, puisque j'ai dû faire ma place et ma légitimité pendant des années, pour me sentir libre de tracer un chemin d'écriture et de me considérer, et d'avoir cette force de dire, voilà, moi je suis une romancière, c'est mon métier, ça a pris du temps de m'installer, d'avoir cette place-là, et que sur tout ce temps-là, ce trajet, je parle souvent de trajet d'ailleurs. Je parle pas de carrière parce que je pense que carrière c'est pour les militaires et la police. Et sur ce trajet, il y a eu un moment, un tournant qui a été mon 4e roman. Pour moi, c'est important parce que ça a démarré, pour moi à ce moment-là, ce cheminement de me dire je sais pour qui j'écris, je sais pourquoi j'écris. C'était vraiment à ce moment, donc ça faisait déjà 10 ans que j'avais publié Kif Kif Demain. Et j'ai pris conscience de aussi tout ce que j'avais un peu posé, échelonné depuis le premier roman sans vraiment me rendre compte, sans avoir pris conscience de pourquoi je l'avais fait et, voilà, et que j'étais en train de faire ce cheminement-là. Donc voilà, je vous dirais que maintenant je suis plus confiante d'une certaine façon dans, encore une fois, pourquoi je fais ça. Et j'espère que je vais pouvoir continuer. J'essaie de sortir un peu de la lassitude de publier dans des gros groupes, dans des maisons qui ont l'air prestigieuses comme ça, mais en fait l'envers du décor, des fois c'est pas facile à gérer. Donc voilà, et surtout maintenant, si je peux, ça je l'ai pas dit hier, donc ça va faire un petit truc inédit à dire aussi, c'est que avec ces 20 ans de recul, il y a une génération qui m'a lu à l'adolescence ou à l'aube de l'âge adulte, il y a donc pratiquement 20 ans, et qui aujourd'hui me témoigne, on va dire, sa fidélité, parce que c'est des gens qui continuent à me lire aujourd'hui et qui me disent à quel point ça a été quelque chose d'important pour eux de s'identifier à ce moment-là dans une lecture et de retrouver une forme de fierté à travers ce qu'ils avaient pu lire de moi et tout. Donc c'est vrai que ça, voilà, si je dois dire un truc sur le parcours global, c'est un vrai moteur pour moi, ça. De me dire qu'il y a des gens qui ont lu mes romans et qui, grâce à ça, ont pris confiance d'une manière ou d'une autre, voilà, dans leur image, dans ce qu'ils se sentaient. Très bien. Alors pour qui tu écris, aussi à qui est-ce que tu t'adresses? Et dans ce roman, La discrétion, on peut assez rapidement lire à la mémoire de mon père, Abdelhamid Gen, mort de discrétion, à ma mère, à son cœur qui déborde comme la Méditerranée, avec toute ma gratitude et mon amour, à ces sacrifices qui n'ont pas été vains. Les fruits de l'amour poussent sur le figuier généreux, à tous les héritiers d'une histoire en fragments, aux gosses en colère, à Jamila Bouhérit, à l'unique que j'aime et qui m'a porté de la première à la dernière ligne, à ma fille avec tout mon amour et ma fierté. Est-ce que tu peux nous parler ça va être compliqué. Ouais.
Elle l'a lu avec trop de cœur en fait, c'est ça me touche. Mais qu'est-ce qu'on disait? Il y a Rachida en parlant du fait de pleurer pour rien. C'est un livre de suivi. Attends, j'assume. La question c'est pourquoi en fait et pour qui? Bon bah voilà, la réponse elle est assez claire en vérité. Moi j'ai l'impression que il y a quelque chose à voir avec, je sais pas comment expliquer. Je l'ai dit un peu hier, je parlais de réhabilitation des figures de nos parents et de nous en fait, de qui nous sommes, de notre place dans la société, de tout ce qui peut nous traverser sans qu'on soit en capacité forcément de se sentir légitime pour le dire, pour l'exprimer, enfin toutes ces choses-là. Et des choses qu'on ne s'est peut-être pas senti autorisé à affirmer. Donc il y a tout ça qui m'anime en fait quand j'écris. Maintenant j'en ai conscience, je suis capable de verbaliser, mais pendant très longtemps ça n'a pas été le cas. Il y a par exemple quelque chose que j'ai assumé récemment. C'est le fait que, en fait, émotionnellement, bah voilà, ça se voit. Mais moi, avant, j'arrêtais pas de dire que j'écrivais dans la joie, je parlais pas de douleur, je trouvais ça presque indécent de dire que c'était dur d'écrire. Parce que, à l'âge que j'avais quand j'ai fait Kiff Kiff Demain, mon père il était à la mine. Vraiment, donc c'était trop dur pour moi de me dire, et de pas se plaindre, et de pas avoir le droit de dire ce qui se passe pas bien, ou les injustices qu'on peut vivre, parce qu'on a de la chance quand même d'être là, et il y a tout ce truc à déconstruire. Donc quand même, voilà, il y a tout ça. Pardon, ma réponse elle est un peu confuse. Pas du tout, elle est très juste, elle comprend au contraire. Et justement, quelles questions tu as pu te poser, les limites, est-ce que je peux aller sur ce terrain-là, quelles sont les ressources, comment ça va être interprété quand on voit effectivement comment est-ce qu'est vu, est-ce que sont vus les héritiers de l'immigration postcoloniale. Tu as dû te poser un certain nombre de questions dans la manière dont tu as donné de l'épaisseur à certaines expériences vécues. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, j'ai deux réponses qui vont peut-être vous sembler un peu contradictoires. C'est que pour mon premier roman, donc était Kiff Kiff Demain, que j'ai écrit hyper jeune et sans avoir idée que j'allais le publier, j'ai écrit avec une spontanéité. Je me suis pas posé la question de comment allait être interprété ce que j'allais écrire, puisque j'avais aucune idée que ça allait être lu. Et du coup, j'ai une sorte de liberté à écrire ce texte. Et du coup, ça a été une chance pour moi, parce que du coup, il n'y a pas eu toutes ces questions-là antérieures en fait, à la publication du texte. Et j'ai gardé un peu cet élan-là. Et il y a eu un moment où j'avais l'impression qu'on me privait de cette liberté, parce qu'il y avait une interprétation qui n'était pas celle que j'avais en tête en écrivant. Mais ce que j'ai dit un petit peu à partir du deuxième roman, du troisième roman, ça commençait à être complexe, parce que j'avais l'impression qu'on m'empêchait d'aller là où j'avais envie d'aller vraiment, en investissant ma parole, mon texte, avec des interprétations qui étaient complètement biaisées, et en me faisant porter la responsabilité de vouloir délivrer un message aussi. Et même pas mon message à moi, mais le message qu'on aurait aimé que je délivre, c'est-à-dire en gros, donc tu es la représentante des banlieues, tu es la représentante des filles de quartier, et ce que tu vas dire, je vous caricature exprès, mais c'est toi, en fait, si tu es là maintenant et qu'on t'a fait cette place-là, c'est pour que tu incarnes le truc de tu es sauvé de ta condition, et tu as la chance de pouvoir écrire, c'est un peu le conte de fées. Et donc évidemment tu vas pas te plaindre, et j'ai ressenti vraiment très fort, mais je n'étais pas capable de le formuler comme ça, une sorte de, je sais pas, un caractère déceptif. C'est que moi, quand je disais moi franchement, c'est vrai, j'ai grandi dans un quartier où je parlais de l'injustice, rapport à ce qui est hors du quartier, mais en tout cas dans le quartier, j'ai pas une expérience traumatisante. J'ai grandi dans une famille où il y avait de l'amour, donc je disais non, moi ça va, et en fait c'était énervant. Je chantais comme si j'étais pas au bon endroit en disant ça, pas au bon endroit et presque ingrate, mais je n'étais pas capable de le dire comme ça. Après j'ai compris avec le recul pourquoi il y avait cette question qui était comme ça, posée comme ça pour moi. Donc en fait, à la fois j'ai cette liberté-là que j'ai gardée d'avoir écrit dans un élan, j'ai essayé de la préserver, et avec en même temps une prise de conscience, pas de la peur que ça soit mal interprété, mais au fur et à mesure des livres, de me dire mais en fait ça impacte des gens qui me ressemblent. Et que moi-même en tant qu'électrice, de toute façon, je continue à me dire j'écris le livre que j'aimerais lire. Tu vois, et ça c'est un truc qui ne me quitte pas par contre depuis le début, c'est que en vrai
vrai, quand j'écris, je suis ma première, et même pour qui demande, j'étais ma première lectrice. J'ai pas écrit pour être lue, en fait, j'écrivais comme c'était un loisir, donc j'écrivais dans mon coin. Je rigolais sur ce que, enfin, c'était pour moi, quoi. Comme je pleure de ma propre dédicace, je riais de mes propres blagues. Mais du coup, j'étais mon premier public, et c'est vrai que ça laisse quand même. Voilà. Et tout le travail que j'ai fait, c'était vraiment d'essayer de préserver au maximum cet espace de liberté-là, qui a été attaqué un peu de l'extérieur, mais j'ai essayé de faire en sorte de le garder, de le préserver. Alors ce qu'on sent dès les premières lignes, c'est un désir de réappropriation avec une narration. Finalement, on pourrait se demander, face à un déshéritage structurellement organisé, est-ce que cette question du déshéritage t'a habité pendant l'écriture ou... En vérité, ce qui m'a beaucoup habité pendant l'écriture, c'était une forme d'urgence. Si je dois garder quelque chose de ce moment, c'était une urgence de raconter, de garder ses traces. Beaucoup discuté avec ma mère pendant le processus d'écriture, parce qu'elle a été très précieuse à ce moment-là, grâce à ce qu'elle a accepté de me livrer. Donc il y a eu aussi pour la première fois, en fait, dans un de mes romans, c'est la première fois vraiment qu'il y a des choses, des éléments autobiographiques, puisqu'il y a beaucoup de... Toute l'histoire de la mère qui se passe en Algérie, c'est beaucoup de choses qui sont arrivées à ma maman. Et avant, je séparais les choses vraiment, même si il y avait du vécu, c'était incarné, mais pas de la même façon. Il y avait vraiment quelque chose, un niveau au-dessus, par rapport à ma façon d'écrire avant. Mais ce qui m'a traversé tout le long, c'était vraiment de me dire, il faut le raconter, et puis vraiment reconquérir, enfin, pas reconquérir, mais pousser ceux qui vont lire ça à avoir une perception différente de cette figure de femme, de mère. Voilà. Alors on va y venir justement à Yamina, parce que dans ce livre on traverse de nombreux espaces sociaux, mais aussi de nombreuses relations. Et tu décris un moment la relation que Yamina a avec son médecin. Yamina ne voit pas non plus ce que les gestes indélicats du médecin traduisent. Elle ne se rend pas compte qu'il est brusque et expéditif. Parfois même, il la heurte en lui soulevant le bras pour prendre sa tension, mais jamais elle n'oserait le lui faire remarquer. Comme si avoir mal était acceptable, comme si rien n'était grave la concernant. D'une certaine façon, Yamina était préservée. Elle ne saisit pas non plus quelle géométrie le monde l'a placée. Son innocence la protège de la violence de l'attitude du médecin. Elle ne s'aperçoit pas du rapport vertical qui se joue dans le cabinet du docteur qu'elle respecte tant pour son titre, ses années d'études et son savoir. Elle ne voit pas cette échelle invisible sur laquelle il se perche chaque fois qu'il s'adresse à elle. C'est à se demander si Yamina ne le fait pas exprès, car elle semble incroyablement sourde à la colère qui l'appelle. Après tout, peut-être a-t-elle choisi de ne pas se laisser abîmer par le mépris. Peut-être Yamina a-t-elle compris depuis longtemps que si elle commençait à relever la moindre chose, ça n'en finirait plus. Le père de Yamina était un résistant, là-bas, en Algérie. Et si aujourd'hui, pour cette femme de 70 ans, refuser de se laisser envahir par le ressentiment était une façon de résister. Mais la colère, même enfouie, ne disparaît pas. La colère se transmet, l'air de rien. Ces enfants, eux, ils n'aiment pas ça. Ils ne supportent pas qu'on s'adresse à leur mère comme si elle était absolument idiote, naturellement inférieure. Eux, ils savent qui elle est, ce qu'elle a traversé, et ils exigent que le monde entier le sache aussi. Alors dans cet extrait, plusieurs questions se posent à nous, mais j'aimerais que l'on s'arrête sur 2 phrases. La première, c'est celle-ci. Elle ne saisit pas dans quelle géométrie le monde l'a placée. Son innocence la protège de la violence de l'attitude du médecin. Alors c'est toute la question de est-ce que peut-être... Là c'est vraiment une réflexion davantage que quelque chose que j'affirme dans ce texte. Mais alors est-ce que c'est cette innocence? Parce que si on se place... Si on considère qu'elle a une forme de fragilité et de candeur, on pourrait se dire qu'elle ne se rend pas compte. Et d'un coup, la réflexion avance jusqu'au moment où je me demande si finalement elle le sait, elle l'a compris, et c'est un choix. Et là, on change d'angle. Là, c'est plus justement cette figure faible qui s'écrase et qui accepte et qui voit rien et qui est dans le déni absolu. C'est juste qu'elle a choisi et que c'est une décision, c'est sa volonté
de voir le monde plus beau qu'il ne l'est en fait, c'est-à-dire de décider d'être au-dessus de ce mépris-là. Et ça me plaisait justement de se dire on change d'angle là. Et même nous, peut-être leurs enfants, on n'a pas la force qu'ils ont pour faire ça, pour faire ce chemin. Et si aujourd'hui, pour cette femme de 70 ans, refuser de se laisser envahir par le ressentiment était une façon de résister, mais la colère, même enfouie, ne disparaît pas. La colère se transmet, l'air de rien. C'est pas parce que quelque chose est réprimé que ça disparaît, évidemment. Et là, pour le cas de cette question-là du mépris, de ce à quoi on peut faire face, et on en parlait un peu sur la question des parents. Par exemple, le fait qu'ils ne maîtrisent pas la langue, qu'ils n'aient pas certains codes dans certains environnements. Ce qui est compliqué, c'est qu'on nous enlève un droit primordial en tant qu'enfant, c'est d'admirer ses parents. Et le fait de nous retirer ça, ça évidemment, c'est problématique, ça met en colère. On se construit avec l'idée, d'abord que c'est presque nous qui devons aider nos parents à se sortir de certaines situations, prendre en charge quelque chose, alors que c'est beaucoup trop tôt, et surtout ce rapport au mépris et à l'humiliation, il est super dur à vivre pour les enfants. Donc en fait, moi j'avais vraiment envie, et honnêtement c'était une vraie interrogation ça pendant l'écriture, de mais comment ils ont fait pour ne pas exprimer cette colère, pour ne pas... voilà, et donc encore une fois, le processus était vraiment d'essayer de comprendre comment cette colère, elle n'a pas sauté de génération, c'est juste qu'elle a été enfouie, qu'elle a été réprimée, et qu'elle va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et que la difficulté, c'est de la gérer maintenant. C'est-à-dire, est-ce que tu peux poursuivre Par exemple, je vous raconte une anecdote personnelle. Quand j'avais 14 ans, j'étais chez le médecin avec ma mère. Parce que ça, c'est l'histoire du médecin, en fait, je crois que partout où j'ai présenté le roman, plein de gens m'ont dit, et j'ai ressenti la même chose, dans le même contexte, etc. Et en fait, j'avais 14 ans, on est chez l'opticien, et ma mère, elle s'appelle Khadra, donc le médecin, il lui disait « Allez, Madame Khadra, tu regardes par ici », et moi, j'étais là, j'avais 14 ans. Donc c'est un adulte, déjà, moi, on m'a appris à respecter les personnes, les adultes. Je peux pas lui... Mais en fait, tout ce qui se passe et tout ce qui traverse, il y a quelque chose de même pas... qui est impossible même à intellectualiser, à analyser, à décrypter. C'est une violence telle qu'elle se manifeste. Moi, je me souviens que je tremblais. Et je suis sortie de là, et en fait, j'ai commencé à m'énerver. Je me suis énervée contre le médecin. Et après, je me suis énervée contre ma mère parce qu'elle ne voulait pas que je m'énerve contre le médecin pour la défense. Ça fait une sorte de triangulaire. Je suis sortie avec ça, en fait, je me suis fâchée et j'ai un peu bousculé des trucs qu'il y avait sur le bureau du médecin, j'ai fait ça et tout. Et le chemin du retour, je me suis pris un gros avon, parce que ma mère, elle m'a pas éduquée comme ça, elle n'était pas contente que je me comporte comme ça. Et franchement, c'était vraiment un truc que j'ai trouvé tellement injuste. Parce et voilà, et ça, c'est... Vraiment, c'est très anecdotique. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là, parce qu'il faut en plus comprendre qu'elle est légitime. En fait, il n'y a rien qui nous aide dans ce contexte à comprendre déjà d'où elle vient et pourquoi elle n'est pas. Et j'arrivais pas à comprendre que ma mère, j'ai mis du temps à comprendre ça. J'ai mis du temps à me dire, ah non, mais en fait, déjà avec tout ce qu'elle a vécu, c'est pas ce petit ophtalmo de rien du tout là qui va la toucher, ça la touche plus. Elle a réussi à dépasser ça. Si les aînés des fratries comme Malika ont accepté leurs règles désuètes, c'est qu'ils savaient que les parents faisaient de leur mieux. Il fallait bien des règles après tout, il fallait bien en inventer. Ils devaient s'organiser un peu, même s'ils étaient de passage, même s'ils croyaient encore à un retour miraculeux. Une vie, même temporaire, ça s'ordonne. C'est ainsi qu'ils avaient inventé instinctivement leur loi hybride, à mi-chemin entre le village et leurs souvenirs et leur idée d'ici, parce qu'ils vivaient ici. Voilà, il était temps de l'admettre. C'est vrai que ça durait plus que prévu. Il faut dire que ce pays est doué pour voler des années aux hommes, il est doué pour leur confisquer leurs espoirs et enterrer leurs rêves dans des milliers de petits cercueils. On ne se rend compte de rien. Le temps file, comme ça. Un beau jour, les enfants sont grands, et on compte ces points de retraite complémentaires pro-BTP. Ce n'est pas si simple de prendre les bonnes décisions sans comprendre tous les codes. Ils avaient peur de tout perdre, de se compromettre. Ils tenaient à rester qui ils sont. Ils n'ont pas voulu y renoncer. Ils ont refusé d'être effacés, encore une fois. Comment ne pas craindre l'effacement ?
C'est ce que ce pays savait faire de mieux. Il avait déjà tenté de les effacer, eux, et maintenant, il s'en prenait à leurs gosses. Brahim y pensait parfois en utilisant le white spirit, super puissant pour effacer les tâches indésirables. Il se disait que la France les effaçait comme le white spirit efface la peinture. Et si Brahim avait compris l'anglais, il aurait été frappé de savoir que white spirit, ça veut dire esprit blanc. Je voulais qu'on aborde avec toi la question du passage que tu évoques dans cet extrait. Comment est-ce que toi tu l'as perçu, comment tu as désiré la mettre en écriture, et comment est-ce qu'on vit aussi ce passage quand on est enfant de passage? Je sais que ça, je pense que c'est une question générationnelle, parce qu'il y a des gens de mon âge qui m'ont dit nous on n'a pas vécu ce truc du retour, on n'a pas été dans cette question-là, on n'a pas été éduqués dans le mythe du retour. Et comme je l'ai dit, moi je pense que ça s'explique parce que j'ai des parents qui m'ont eu tard, ils sont nés tous les deux respectivement en 1934 et en 1949. Donc dans leur idée, ils allaient rentrer en Algérie un jour. Et je me rappelle que toute mon enfance, on pensait qu'on allait rentrer. C'est-à-dire que moi, dans mes rêves d'enfant, quand je m'imaginais plus tard mariée, je voyais le tableau, il n'était pas en France. Donc j'ai construit mon imaginaire là, sur cette promesse qui n'a pas été tenue finalement. Mais j'étais persuadée qu'on allait... Enfin, c'était passager. Donc en fait, il faut... à la fois, en fait, c'est une manière il y a deux choses. Il y a la question de l'indulgence, qui est pour moi une question aussi fondamentale pour se réapproprier le récit des parents. C'est d'avoir l'indulgence dans la lecture de ce récit en se disant, pour des gens qui n'étaient pas sûrs de rester et qui n'avaient pas les codes, je trouve que c'est fort d'avoir fait tenir une génération debout. La question qui traverse ce passage-là, c'est la question du mariage pour les premières générations. Et ça a été pour beaucoup surtout de filles, quelque chose de très problématique parce que tout à coup, ce que les parents s'étaient imaginés, c'est-à-dire faire ces mariages comme ça se faisait dans le temps en Algérie ou ailleurs, d'ailleurs un peu dans l'entre-soi, par connaissance, ces organisations un peu tribales, c'était plus possible parce qu'on n'était plus entre nous et qu'il y avait quelque chose qu'on essayait de maîtriser tout de même. Et en fait, pour moi, c'est une manière de aussi revoir cette histoire-là avec cette indulgence, avec ce regard qui permet de ne pas voir donc surtout les pères comme des bourreaux qui ont fait ces mariages de force qui étaient un moment, on parlait que de ça dans les années 80, il y avait un truc avec le mariage forcé. Et en fait là c'est juste raconter l'histoire un peu autrement. Donc, et malheureusement c'est vrai que comme il y avait ce truc un peu hybride, c'était pas encore une génération qui avait la capacité de s'affirmer face aux pères. Pour les pères c'était peut-être la dernière chose qu'ils étaient capables de contrôler, de maîtriser. Je suis pas en train de dire que je suis pro mariage forcé, évidemment j'espère que vous comprenez bien mon propos. Mais c'est juste une relecture. Encore une fois, ça fait partie des choses que j'avais envie de réexplorer avec cette indulgence-là. Et finalement, le personnage de Malika, c'est l'aînée de la fratrie dans le roman. Elle a le recul de se dire ils ont fait comme ils ont pu. C'est la question de la mort lente ou brutale, finalement, des personnes indésirables. À travers cette phrase, il faut dire que ce pays est doué pour voler des années aux hommes. Il est doué pour leur confisquer leur espoir et enterrer leurs rêves dans des milliers de petits cercueils. Qui est un peu, encore une fois, ça fait partie des questions qui sont un peu obsessionnelles chez moi, mais pour moi, la question de l'identité, elle pourrait se résumer à une seule chose, c'est où on décide d'être enterré. Finalement, le jour où vous êtes sûr de là où vous avez envie d'être enterré, vous savez où vous êtes chez vous. Et c'est une question qui peut être difficile, parce que ça convoque beaucoup de choses qui sont très compliquées. Mais il y a un truc où je me suis dit comment ces existences, elles se passent sans perspective. Vraiment, tout se fait au fur et à mesure. Mais je l'ai dit hier, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup l'image d'avancer dans une salle obscure où on marche, on tâtonne et on voit s'il y a des obstacles, on se prend les meubles au fur et à mesure sur les tibias pour les limiter. Mais sinon,
ils n'avaient aucune perspective. Donc il y a des existences comme ça des gens qui ont vécu, et mon père en fait partie, et pour moi ces existences discrètes qui se sont terminées discrètement. Ce qui est terrible, c'est la douleur d'assister à ça, en fait, c'est qu'ils n'ont rien pu bâtir, et rien pu vraiment laisser, parce qu'il n'y avait pas de perspective, parce qu'il n'y avait pas de choix. Et ça a été ça, leurs existences. Donc, pour moi, la question de dire que ça vole des années aux hommes, c'est que s'installer dans un pays où on ne s'ancre pas, parce qu'on n'est pas sûr de rester. En fait, ce truc je parle souvent de ces Ulysses qui ont été nos pères. En fait, c'est très violent d'être la génération d'après et de devoir justement être dans une forme de réparation de ce que j'appelle un deuil. En fait, un deuil impossible. C'est impossible de faire le deuil de cette génération. Pour moi, en tout cas, c'est une question très compliquée. Et quand même, tu as l'impression qu'on ne les voit pas et que leur existence est totalement effacée. Est-ce que tu penses que c'est un mot qui t'a beaucoup travaillé, cette question de l'effacement? Ouais, il est en majuscule dans le livre. Oui, effectivement. Mais pour moi, parce que ça raconte aussi la peur de leur peur, et la nôtre aussi, et leur peur vis-à-vis de ce qui est en train de nous arriver à nous. Mais d'ailleurs, dans le même thème, sur le même sujet, je pourrais parler de ce passage où je raconte le cauchemar du père qui fait un cauchemar récurrent, où il voit ses enfants, lui donc était coffreur-boiseur sur des chantiers, il rêve ses enfants coincés dans un coffrage qui se noie dans le béton qu'il a fait couler lui-même. Parce que des fois, je me dis, il y a une telle ironie dans nos histoires que nos parents, en fait, finalement, ont construit les immeubles dans lesquels on se retrouve prisonnier 35 ans plus tard dans des quartiers où on est enfermé dans du béton. Mais c'est nos pères qui ont fait couler ce béton. En fait, cette ironie, elle est terrible si on y pense, si on s'arrête un peu. Et peut-être que je vois de la symbolique partout, mais je pense que c'est pas anodin. Et c'est un effacement qui est dans le paysage urbain, c'est un effacement symbolique, c'est un effacement et je le disais aussi un peu hier, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi dans ce que j'écris, c'est la question de l'identité que nous on est en train de traverser, et cet écart qui est sans précédent entre ces deux générations-là, comme dans le roman, il nous oblige en fait à réfléchir dans l'urgence à tous les renoncements qu'on doit faire. Parce que c'est aussi une forme de deuil. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi quand je dis ça, mais moi c'est comme ça que je le vis, et que ça me traverse même dans ce que j'écris. C'est qu'en fait, il y a le deuil à faire de la langue qu'on nous a parlé, il y a le deuil à faire de ce qu'on avait projeté, justement, parce qu'on a une enfance qui s'est construite dans l'idée du retour. C'est le deuil à faire En fait, c'est le fait d'inventer quelque chose qui n'existe pas, où on n'a aucun modèle, on n'a aucun schéma possible pour s'identifier. Donc on prend peut-être des choses qui peuvent ressembler, et ça explique par exemple pourquoi il y a toute une génération qui a adoré les films de Bruce Lee, ou qui avait des références dans le cinéma nord-américain, je pense à Spike Lee, à d'autres trucs, ou même les films avec des Italo-américains, parce que tout d'un coup, moi, Le Parrain, je me rappelle, c'est un de mes films préférés, et j'ai compris parce qu'en fait, je me disais, mais en fait, c'est comme nous. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui tue personne dans ma famille, mais il y avait un truc où c'était des références communes, un truc avec le sens de l'honneur, il y avait un truc qui nous parce qu'on ne trouvait pas de modèle plus proche de nous. Donc c'est comment on invente, en prenant un peu comme ça partout où on peut, quelque chose qui va devenir une version 2.0 de... Parce que le moule qu'on avait avant, il marche plus, il est plus possible. Mais c'est aussi de la douleur, parce que c'est renoncer à des choses. Rue du Moutier, commune d'Aubervilliers, département de Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, France, novembre 1981. La seule chose qu'elle sait, c'est le nom du président, François Mitterrand. Et elle le sait, et elle sait aussi qu'il militait pour l'Algérie française dans le temps, et donc il n'était pas un ami. Yamina n'avait jamais vu un ciel si gris, des nuages si lourds, elle n'avait jamais connu de nuit si froide. Voilà, elle est en France. C'est ce qu'il a trouvé de mieux, comme ça, dans l'urgence. Brahim fait venir enfin sa femme. Les démarches du regroupement familial ont été plus rapides que prévu. Il n'a eu que 2 semaines pour trouver où la loger.
Jusque-là, il a toujours vécu seul ou avec d'autres gars du chantier, dans des cafés-hôtels, des foyers de travailleurs, dans les baraquements, les préfabriqués, et a même fait une escale chez un cousin au bidonville de Nanterre à son arrivée en région parisienne en 1961. De cette période, il garde surtout le souvenir de la crasse, des godasses pleines de boue, des rats, du bruit du zinc au-dessus de la tête. Les soirs de pluie, c'était un enfer pour s'endormir. Brahim ne se souvient pas du nom de tous les types qui partageaient sa cabane de tôle. C'est loin maintenant. En revanche, il se rappelle Nasser, celui d'entre eux qui n'est jamais revenu. On a raconté que lui aussi, la police française l'avait jeté dans la Seine. Quelques gars qu'il a connus à l'époque étaient déjà rentrés au pays, bénéficiant de l'aide au retour volontaire proposée par le gouvernement. Cette bourse d'expulsion rémunérée représentait 10 000 francs. 10 000 pitoyables francs contre des années de misère. Cette aide était une honte déguisée en faveur. Brahim avait bien compris qu'elle signifiait « On n'a plus besoin de vos grandes mains, de vos moustaches dont les extrémités gèlent en hiver, plus besoin de votre abnégation, de vos regards nostalgiques, de vos jambes robustes, même le dos courbé, vous prenez trop de place. Et vos semblables, comment fera-t-on avec eux? Ceux qui viendront après vous. C'est que vous affluez en nombre et qu'en plus, vous vous reproduisez. Il est temps de retourner à vos villages et à vos manières. Vous évoquez les conditions de vie des travailleurs immigrés dans ce passage, mais vous faites aussi référence à leur résistance, à tout le processus de résistance mis en œuvre par ces travailleurs immigrés. Et là, notamment, vous évoquez le 17 octobre 1961. Comment est-ce que c'est apparu dans votre écriture? Comment est-ce que vous avez finalement travaillé sur la manière dont vous avez donné de l'épaisseur à ce personnage, Brahim? En fait, il y a deux choses, c'est que dans cette espèce de réhabilitation dont je parlais tout à l'heure, il y a une question qui s'est imposée d'elle-même, c'était celle de présenter ces travailleurs aussi comme, pas seulement ce qu'on dit, des bêtes de somme qui passaient leur vie à seulement être effondrés par un travail pénible, mais qu'il y avait des hommes qui étaient en train d'organiser une vie, qui étaient politisés, qui étaient engagés, et qui avaient une réflexion sur leurs conditions, donc qui était, encore une fois, c'est comme la mère chez le médecin, c'est-à-dire que c'était pas seulement des corps exploités, c'était aussi des gens qui avaient une forme de, je pense, de lucidité sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Et que peut-être même cette idée du retour dont je parlais tout à l'heure, si on lit les deux choses là, on peut se dire que ça a été peut-être plutôt que prévu, qu'ils ont pris conscience plutôt que prévu que le retour n'était pas possible et que c'était la seule façon de continuer à traverser ce qu'ils étaient en train de traverser et la pénibilité de leur quotidien finalement. Mais je pense que, en tout cas, et concernant les travailleurs algériens encore plus, davantage, la question de la politisation de ces ouvriers et de leur conscience de l'exploitation qu'ils étaient en train de vivre, je pense qu'elle était là. Et la question du 17 octobre 61, pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai fait un petit documentaire là-dessus quand j'avais 17 ans, parce que je découvrais à cet âge-là, grâce à ce projet, que mon papa, il était dans la manif. Et en fait, je raconte très vite, mais on était dans une association à l'époque, et on était en binôme, donc un jeune, un adulte, pour travailler sur un projet de télévision de quartier. On avait au choix chacun un projet de documentaire à faire, et moi j'étais en binôme avec un monsieur qui était déjà retraité, qui était un professeur d'audiovisuel, qui était retraité, qui était venu pour participer au projet. Et il m'a dit: est-ce que tu as déjà entendu parler de la manifestation du 17 octobre 61 ? J'ai dit non. Donc il a commencé à me raconter, il m'a prêté un bouquin de Jean-Luc Einaudi à l'époque que j'avais lu, etc. Et j'étais rentrée chez moi, j'avais demandé à mes parents s'ils savaient ce que c'était. Et mon père, il a fait un blackout. Et je me rappelle qu'il m'a dit, et mon père, il avait une bosse sur la tête avec laquelle je jouais quand j'étais petite. Et il m'a dit: ça, c'est la matraque, c'est ça la réponse. Et le documentaire, c'est l'histoire de ce docu, elle commence là. Donc j'ai rencontré plein de témoins de l'époque. On a parlé avec des historiens, avec des gens qui étaient dans la manifestation qui ont accepté de parler. Enfin, une dame qui s'appelle Monique Hervaux, qui était infirmière au bidonville de Nanterre à l'époque, a écrit un bouquin qui est super et tout. Et donc en fait, ça m'a, là vraiment, pour moi, ça a été déterminant ce moment
Et c'était quelques temps avant l'écriture de Kif Kif Demain, parce que je le mentionne le 17 octobre dans Kif Kif Demain très brièvement. Mais c'était une manière de me réapproprier aussi l'histoire de ma famille et de comprendre qu'il y a des choses qui n'étaient pas dites et que même il y a quelque chose qui nous dépasse parfois quand on écrit, comme s'il y avait des intuitions qui précédaient le fait de savoir les choses. Donc voilà, je me suis un peu égarée, mais pas du tout. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai compris que ne pas dire et ne pas raconter, je pense en tout cas, je crois vraiment à cette question on ressent quelque chose qui manque. Ouais. Est-ce que tu penses que justement nos corps gardent des traces de ce qu'on ne nous dit pas? Comment est-ce que tu as travaillé dans cette question du corps qui est aussi très très présente dans le livre? Je pense de toute façon que ce que j'appelle moi l'intuition, c'est ce que tu dis sur la mémoire du corps. J'ai pas l'expertise pour expliquer ça de manière poussée et tout, mais je sais que, en tout cas moi je crois vraiment que, en tout cas le manque de mémoire, ce que j'appelle la mémoire fragmentée, ça se manifeste de plein de façons. Et que moi j'avais à cœur aussi quand j'ai écrit ce récit de me dire peut-être il y a des choses que j'ai tellement besoin de savoir que je les invente presque et que je les intègre dans ma littérature. Je donne un exemple concret parce que ce que j'ai dit là c'est un peu encore une fois mystique. Mais donc parmi les choses que ma mère me raconte dans ce processus, parce que c'était pas si évident pour elle de parler. D'abord elle considère que ça n'intéressait personne, sa vie. Après, au fur et à mesure, elle a quand même eu cette conscience que d'abord c'était pas la seule, qu'il y avait plein de mamans comme elle qui avaient traversé ce qu'elle avait traversé, etc. Et puis elle était en confiance au fur et à mesure. Il y avait quand même des moments où elle voulait un peu reculer. Exemple, un jour elle m'appelle, elle me dit enlève ce que tu as écrit là sur le couteau récupéré par le grand-père sur un officier français. Et en fait, bon, c'est le couteau de mon grand-père, c'est ça l'histoire. Elle me dit est-ce qu'on va avoir des problèmes Bon, ça s'est passé en 59 a priori. Et elle était inquiète de ça. Donc parmi toutes ces petites choses anecdotiques qu'elle me raconte, il y a ce passage dans le roman où je raconte le moment où Yamina petite se fait arracher une dent au marché. Et en fait ce jour-là, je sais pas, elle n'était pas très causante. On m'a juste dit, oh tu sais à l'époque il n'y avait pas d'anesthésie, il y avait des pinces, là ils arrachaient les dents. Et... donc avec ça je dois faire un chapitre. Et donc je raconte toute l'atmosphère du marché, la petite fille Amina qui traverse le marché, les femmes qui vont au four communal avec le pain sur les miettes sur les tables. Et je raconte tout ce truc. Et en fait la fois d'après quand je vais la voir, je lui lis le passage. Et en fait elle fond en larmes. Alors qu'il y a plein de trucs un peu plus hardcore dans le livre où je me suis dit ça va être difficile. Et là, elle me dit c'est exactement ce qui s'est passé. Elle me dit c'était comme ça. Donc je me dis, ouais, il y a quelque chose, je pense, qui nous échappe un peu dans ce processus-là. Alors tu évoques aussi ce fameux « prends 10 000 balles et casse-toi » dans cet extrait. Alors est-ce que c'est... bon, toi tu l'as pas connu, tu es né au début des années 80. Je l'ai découvert aussi. Voilà, c'est ça. Exceptionnel. Exceptionnel. Fifi rouge à lèvres. Voilà. Du coup, est-ce qu'il n'est pas partie de... Je mettais « prends 10 000 balles et casse-toi ». Effectivement, oui. Et donc, est-ce que ça fait partie de l'histoire familiale? Est-ce que c'est des choses qu'on t'a transmises? Est-ce que... dans ta famille, on a eu peur de ce fameux... Non, moi le truc des 10 000 francs, c'est vraiment dans mes lectures et dans mes recherches que j'ai découvert, je ne savais pas du tout, on n'en avait jamais parlé. Il y a des choses que j'ai amenées moi dans la discussion familiale qui n'étaient pas entrées en fait. Mais la peur du retour, la peur de l'expulsion plutôt, la peur de... Là vraiment on sentait c'est comme difficile de s'ancrer dans un pays où tu as l'impression que constamment tu es sur un siège éjectable, et je dis rien d'exceptionnel parce que ça je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Mais à chaque fois qu'il y avait un épisode politique par exemple un petit peu, mais même je me rappelle la guerre, la première invasion du Koweït, j'étais petite hein, et moi j'étais persuadée que le lendemain on allait me demander de faire nos valises parce que je voyais mes parents, leurs réactions. Et dès qu'il y avait une instabilité, alors dès que les scores du FN ils montent un peu, ça y est, on pouvait, enfin... Et donc c'était tout le temps, c'était en permanence. Et la question de la nationalité aussi, surtout quand on est binationaux, moi j'ai la nationalité franco-algérienne, l'enfer que c'est de savoir quoi mettre. Moi je me rappelle, je tremblais avec mon stylo quand il y avait un truc à remplir et qu'il y avait écrit nationalité, j'avais peur
Genre, je me disais, si j'écris algérienne, on est mort. Je pouvais pas écrire algérienne, je pouvais pas écrire française, parce qu'en même temps, c'était pas vrai. Je sais pas comment dire, il y a un truc, et pendant 20 ans, pour revenir à la question de qu'est-ce qui s'est passé depuis Kiff Kiff Demain, en 20 ans, genre si vous regardez mes interviews depuis 20 ans, j'ai pas dit deux fois la même chose sur l'identité, sur comment je me considère aujourd'hui, parce qu'on m'a posé la question 1000 fois. Au début, il y a une époque où je voulais faire la chose, je disais non, mais écoutez, je suis française, je me disais c'est bon quoi. Il y a une époque où je disais moi je suis algérienne. En fait, sans cesse, là dans la mise à jour, là, c'est l'iPhone, ça change constamment. Je pense que ça va changer encore. Mais en tout cas, aujourd'hui où je vous parle, là, je dis que je suis une Algérienne née et élevée en France. Ça me paraît le truc le plus juste pour définir l'identité. Alors il y a un autre personnage justement dans ce roman qui se pose toutes ces questions-là, avec une colère que moi j'ai appréciée de manière assez importante, c'est Henna. Henna, c'est notre personnage. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Henna et ce qu'elle incarne pour toi dans ce roman? En fait, elle m'a permis de libérer pas mal d'exorciser pas mal de choses. Elle incarne, je pense vraiment la colère qui se transmet l'air de rien. Et l'envie de traverser ça, de comprendre pourquoi c'est si incandescent, pourquoi ça nous fait mal comme ça, pourquoi c'est si fort. Et souvent, même sur le ton de l'humour, quand on parle des Algériens et de leur nervosité, on dirait que genre ça c'est des trucs, encore une fois, comme on disait hier par rapport aux parents, en fait c'est pas inhérent au peuple algérien, c'est pas gratuit, c'est pas un jour il y a un peuple, ils sont plus énervés que les autres, ils sont plus fiers que les autres, ils agitent des drapeaux, ça va pas comme ça pour rien, non, c'est qu'il y a une histoire qui explique ça, il faut revenir à cette histoire, donc de la même manière, comprendre la colère, cette colère, elle vient d'où? L'expression de cette colère, d'où elle vient? Et quand je mentionne par exemple l'épisode du match France-Algérie de 2001, pour ceux qui s'en souviennent, c'était fou de voir en fait qu'il y a un terrain de foot qui est envahi tout à coup par des enfants, même il y avait des jeunes qui avaient 15 ans, qui avaient leur drapeau. En fait, une fois qu'il y avait le bazar là, il n'y avait pas de but, je sais pas comment expliquer, il n'y avait pas d'objectif, ils étaient là. Et en fait, je me suis dit, ils sont contents d'être là, et c'est tout. Et c'est un truc qui m'a profondément marqué ça. Il y a quelque chose d'un besoin d'exister hyper fort, et en fait, c'est juste reprendre cette espèce de poncif sur cette génération, sur ces enfants de l'immigration algérienne, etc. Et les aborder d'une certaine manière pour essayer de comprendre en fait l'origine de ça. Et finalement, rien que leur présence au milieu du stade avec ce drapeau, et puis être enfin au centre du stade, et ne pas être non seulement ni dans les tribunes ni à la périphérie, je pense que c'est déjà un sacré. Il y a encore des mystères à percer. Il y a encore des choses qu'on n'a pas encore. Il y a des choses que j'ai pas encore abordées du même ordre. Genre pourquoi nous les Algériens on se met torse nu quand on se bagarre, ça c'est un truc, je pense que ce sera dans un prochain livre. J'aimerais comprendre le rapport à la chaleur du corps et à la température du corps et à la bagarre. Bon, on sera curieuse de lire ça avec plaisir. Anna a enfin compris que pour aider les autres, il faut commencer par s'aider soi-même. En discutant avec une collègue, elle a aussi compris la nécessité pour elle de s'adresser à une personne qui la comprendra sur qui on est. Une personne à qui elle n'aura pas besoin de tout expliquer, de tout traduire, de tout décortiquer. C'est déjà épuisant de porter son fardeau. Anna, pour se délester, a besoin d'une professionnelle qui lui rendra les choses faciles pour une fois. Un mercredi de septembre, elle s'est adressée à Madame Aït Ahmed, boulevard Richard Lenoir, 75 011 Paris. À l'entrée du cabinet, il y a ce tableau immense qui représente un paysage du Sahara. L'ocre des dunes réconforte Anna et lui fait momentanément oublier la sensation écœurante qu'elle s'apprête à trahir les siens. Une culpabilité qui pèse lourd sur son cœur, aussi lourd qu'un 3 tonnes sur le goudron de la A86. Déballer son intimité, se raconter, mettre à poil son histoire est un aveu de lâcheté à ses yeux. La preuve qu'elle est incapable de faire face, alors que son pauvre baluchon d'ennuis intimes ne représente pas un dixième du fardeau de sa mère, qui, elle, a gardé le silence, ne s'est jamais plainte, a surmonté une vie d'épreuves avec courage. Anna a honte, mais quelque chose lui dit qu'elle doit franchir cette frontière, et si ce n'est pas pour elle qu'elle le fait,
C'est peut-être pour des enfants à peine en projet, même pas nés, encore flous, mais pour eux. Elle se dit qu'elle doit faire la paix. Parce que ces enfants, eux, ils ne pigeront plus rien à cette histoire. Et qui on est sera probablement encore plus compliqué à vivre. Toutes ces choses sourdes à l'intérieur, sûrement plus difficiles à démêler. Anna est lucide. Elle a compris qu'il faut cesser d'être incandescente. Cette colère, ses parents se sont pourtant évertués à l'étouffer en eux. Ils se sont donné tellement de mal pour la dissimuler, pour en protéger Anna, ses sœurs et son frère. Yamina et Brahim ont beau faire semblant que tout va bien, que l'injustice se surmonte sans conséquence. Les impacts même invisibles existent et maintenant ils sont dans la chair de Anna. Ils lui brûlent la peau, ces impacts. Et si Carglass repasse, Carglass remplace. Un impact sur un pare-brise est plus facile à réparer qu'un impact dans son identité profonde. Si elle trouve un jour un abruti qui accepte de lui faire des gosses, Anna ne veut pas qu'ils héritent de cette colère qui dévore les tripes. Qu'ils héritent de leur histoire glorieuse, des récits de leur lutte, qu'ils soient fiers d'être qui ils seront. Eux, ils n'ignoreront pas qui est Jamila Bokeret, qui sont Yamina et Brahim, qui était Mohamed Madouri et sa femme Rahma, paix à leurs âmes. Ils hériteront de la beauté des poèmes qui se récitaient sous les étoiles à Msirda Fouaga, et peut-être qu'enfin, ils seront légitimes. Anna espère qu'eux, au moins, n'auront plus à se bagarrer. Alors là, on voit à nouveau la question de la trahison d'Anna vis-à-vis de Yamina et finalement de tout son groupe d'appartenance. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question de la trahison qu'on retrouve finalement dans plusieurs passages du livre? Ça fait partie aussi des choses qui sont intériorisées, ce espèce de conflit de loyauté qui apparaît à chaque fois dans plein de contextes différents, qui nous mobilise beaucoup d'énergie. C'est que, oui, on a l'impression de trahir, parce qu'on a l'impression de faire un pas de côté, et donc ce conflit de loyauté, en fait, il peut se présenter, il se retourne contre nous. Parce que par exemple, si on se fait arnaquer sur un contrat de travail, et ben, c'est ce qu'on disait, c'est que on se dit qu'on a déjà de la chance parce que ça va nous quand même par rapport à... Mais de la même manière que les parents font la conversion en dinars, à chaque fois qu'on leur dit qu'un truc nous a coûté 100 €, ils se disent quand même ça fait 1 million. Donc ça nous place dans des perspectives qui sont... Et la question de la loyauté, en fait, c'est terrible parce qu'elle intervient à chaque moment. Elle intervient là pour Anna, par exemple, qui va avoir une psy, qui décide de parler à quelqu'un pour alléger un peu son fardeau. Mais elle intervient de la même façon quand par exemple, Iman décide de prendre un appartement. Et en fait, le fait de quitter chez elle, c'est pour elle insurmontable parce qu'elle a l'impression de trahir. Elle n'a pas de réelle raison de quitter le foyer. Donc, c'est tout un monde qu'elle se fait. Mais à chaque fois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est la dimension familiale, mais même dans la dimension sociale. Quand Omar craint, au moment où il doit entrer dans un hôtel chic, il a rendez-vous avec une fille, et au bar de cet hôtel, on a l'impression qu'il est en train de faire quelque chose d'interdit. Vraiment, en fait, moi, c'était aussi ce qui m'intéressait, c'est de décrypter tout ce qu'on intériorise. Toutes ces choses qui nous empêchent de s'affranchir. Donc en fait, grâce à nos histoires familiales, à ces poids écrasants, l'air de rien, on entretient un système. Quand je parle d'Omar et que je dis ils n'ont plus besoin de nous exclure, nous le faisons très bien nous-mêmes, c'est de ça que je parle. C'est qu'en fait, avec tous ces mécanismes qu'on déploie, on se met des empêchements supplémentaires qui arrangent bien les gens qui n'ont pas envie qu'on soit là, qui n'ont pas envie qu'on ait des bons contrats, qui n'ont pas envie qu'on ait des appartements, qui n'ont pas envie qu'on entre dans des endroits qui sont pas faits pour nous, etc., etc. Et la question de se plaindre, je pense que c'est lié beaucoup justement aux conditions et à l'écart énorme qu'il y a entre les conditions des parents et les nôtres aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler d'Omar, nous dire quelques mots sur Omar et ce qu'il représente dans ce roman? Ce que je dis de lui, c'est qu'il avait tout pour devenir un tyran égocentrique et miraculeusement il a échappé à la caricature. C'est le dernier enfant, le plus jeune, le garçon, le seul, et il est choyé par sa maman qui lui tiédit son lait à 30 ans et qui
Enfin, c'est vraiment, encore une fois, c'est un personnage qui est un archétype, mais ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de prendre le contre-pied. C'est que Omar, c'est un garçon arabe qui devrait être donc un tyran, qui devrait être avoir une certaine idée exactement de la masculinité, et en fait, il n'arrive pas à être comme ça. Mais comme il n'y a pas d'image à part celle de son père, à laquelle se référer, et son père, il a été mineur dans... Ça, c'est l'histoire du père. Il a été mineur. À 16 ans, il descendait à la mine avec la gueule noire de charbon. C'est difficile de faire plus homme que ça. Donc, on doit trouver sa place aussi. Et la question de l'identité, de genre, dans cette question aussi sociale et de transmission, elle était intéressante pour moi à traiter. Comment tu veux avoir l'air d'être un homme à côté d'un daron qui allait à la mine à 16 ans? C'est impossible. Autour d'Omar, tu décris aussi un amour naissant, une relation qu'il essaie d'initier. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, parce qu'elle est assez significative aussi de tout ce qui entoure aussi ce phénomène de diabolisation du garçon arabe. Et j'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots. En fait, ce qui m'intéressait aussi dans la question d'avoir une figure qui était inédite, en tout cas rare, du garçon arabe qui est plutôt sensible, plutôt même poète un peu. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre à quel point parfois les stéréotypes sont nos seuls repères et que du coup, on se conforme à des stéréotypes pour se construire. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on a de disponible comme image du garçon arabe dans la culture populaire? C'est pas terrible. Donc on se conforme. Le garçon arabe lui-même va se conformer au stéréotype du garçon arabe, qui va entretenir le stéréotype du garçon arabe et qu'on n'en finit plus. Ça m'intéressait en fait de traverser ça à travers Omar qui essaye. Après j'essaie de le traiter aussi par l'humour, mais quand je raconte cette scène où il est avec son cousin au bled qui lui explique comment il faut draguer les filles, et qu'en fait c'est la catastrophe, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe dans cette mise en écriture? Comment est-ce que tu as voulu traduire un petit peu cette question de la santé mentale, qui est assez tabou finalement chez Anna, et qui finit par lui permettre quand même une forme de réparation, de prise de soin? C'est une des choses dans le roman qui va pas au bout. C'est qu'elle est au début du processus, elle est à peine à oser. On est encore au tout début du travail sur cette question-là. Et ça me permettait aussi de raconter comment on peut trouver une façon qui n'est pas notre façon, parce que ça c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors voir un psy, je pense que vous serez, il y en a beaucoup qui partageront là ce que je vais vous dire. Voir un psy, c'est un truc de blanc, c'est un truc de faible, c'est un truc de fou. Tu dis je vais voir un psy, en fait, c'est-à-dire qu'avant de voir un psy, déjà tu vas voir un marabout, lui dire il y a des trucs où c'est pas encore du tout... culturellement, on n'est pas du tout dans l'acceptation de ce genre de pratique. Il faut la faire accepter. En fait, elle y va en cachette. En fait, elle dit à sa famille qu'elle va faire des cours de Zumba. Donc c'est plus cool d'aller faire des cours de Zumba que d'aller chez la psy. C'est à quel point la honte, elle est au centre de tout ça. Donc, en fait, c'est comment aussi, comme je disais tout à l'heure, on invente une façon hybride d'être qui on est. Ça, par exemple, c'est cool chez les Blancs quand même. Eux, ils s'assoient, ils parlent, ils racontent leurs problèmes et tout. Après, ils payent, ils partent. Ça, c'est bien, un peu plus, ça on prend. Il y a des trucs qu'on ne prend pas, ça on prend. Donc, c'est aussi quand même... Ça, c'est la partie où je me dis, il y a de l'espoir. Il y a des choses qu'on a le droit de leur piller maintenant qui sont pas mal. Voilà. Chacun son tour. Est-ce que pour toi, l'écriture, c'est le lieu d'une prise de soin individuelle et collective? En fait, de la même façon que je vous ai dit que ma manière de définir mon identité, elle avait évolué avec le temps, mon rapport à l'écriture, en fait, j'y ai mis beaucoup de choses. Pendant longtemps, j'ai dit que c'était... D'abord, pour moi, ça c'est toujours. Ça reste du divertissement, c'est la première mission. Je pense qu'il y a... Je dis pas ça pour dégrader ou dénigrer l'impact que peut avoir un roman sur les gens qui le lisent, etc. Et si je mets autant de tripes en écrivant mes romans, c'est pas pour dire que ça sert à rien, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste la première... Pour moi, le premier objectif, c'est que ce soit divertissant. Ensuite, il y a quand même un rapport avec ça pour moi qui est de l'ordre, pas de la thérapie, mais d'être dans une forme de politique par le prisme intime, que je trouve hyper intéressante et importante, parce que le temps du roman, l'espace du roman, c'est long. Ça nous permet d'avoir un recul et
c'est pas du commentaire, c'est pas quelque chose qui est dans l'immédiateté. Moi j'ai l'impression que c'est un espace où il y a beaucoup de liberté et se saisir de la question politique d'une façon où on est libre. Parce qu'on passe par la fiction, parce qu'il y a le temps, il y a tout ce... Donc moi en tout cas j'ai l'impression que c'est l'espace de toutes les mêmes disciplines artistiques que je peux expérimenter où j'ai le plus de liberté pour faire ça. Alors parmi les démarches artistiques que tu expérimentes, vers quoi est-ce que tu as envie d'aller aujourd'hui? Je sais que tu as pas mal participé à l'écriture d'une série autour de Malik Oussekine. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous dire un petit peu vers quoi tu vas au lendemain de cette publication? Cette série qui sera une série en 4 épisodes, elle a été écrite et tournée, donc il y a la bande-annonce qui a été diffusée il y a quelques jours sur l'affaire Malik Oussekine. Encore une fois, même sur l'angle du travail que j'ai fait sur cette série, c'est le prisme de la famille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'avoir, en tout cas d'avoir un angle différent sur quelque chose. Là, on avait envie de se mettre du côté de la famille. Avec le réalisateur, c'était une volonté aussi de sa part depuis le début, le projet est pensé comme ça. On est avec la famille, donc comment ils reçoivent ça? Parce que c'est toujours des affaires qui sont prises par l'angle de la justice ou de l'injustice, bien souvent, par l'angle politique, par l'angle de comment la société raconte ce truc. Mais en fait, les familles qui sont impactées par ça, nous, on avait envie de se mettre de ce côté. C'est quoi, en fait, concrètement dans la chair quand on vit ça? Donc on remet, encore une fois, pour raconter cette histoire singulière et pour traiter des choses profondes de ce que ça raconte, cette histoire, de la situation politique, sociale, etc., on se met du point de vue de quelque chose de très universel. C'est le deuil d'une famille d'abord. C'est ça d'abord, c'est la souffrance des gens d'abord qui... Je me dis, et c'est parce que j'aime beaucoup la série à laquelle j'ai participé, que personne ne peut regarder ce truc, même les pires des fachos, sans se dire que c'est d'abord une mère qui perd un fils, c'est d'abord un frère qui perd un frère, c'est ça d'abord. Et après, c'est tout ce qu'on a dit dans la presse, et après, c'est le fait que les flics ont tué Malik, ils ont eu 3 ans et 5 ans de sursis. Tout ça, c'est après. Mais je veux dire, dans un premier temps, le truc le plus important, c'est le chagrin d'une famille. Et voilà, ça nous a permis de traiter l'affaire par ce biais. Et je trouve que c'est un biais qui, en tout cas, ça a été une expérience géniale. Merci Faiza, merci de ta présence au monde, merci du souffle collectif que tu as fait. Non mais je pense qu'en fait le nous il prend plein de formes, mais en vrai moi quand je dis nous, je parle des gens avec qui on a une sensibilité commune. Et la sensibilité commune, elle n'est pas que produite parce qu'on a des parents algériens, elle n'est pas que... Il y a un ensemble de choses, parce qu'il y a des gens il y a mon frère, qui est mon frère, le fils de mes parents, avec qui peut-être il y a plein de terrains sur lesquels on ne se comprend pas. Donc quand je dis nous, pour moi ce nous, c'est vraiment, on a tous quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité en commun. Et ça c'est large. Donc ça c'est le nous, mon nous idéal, c'est ce nous-là. Après je peux dire nous parce que je parle de gens qui sont des enfants de pauvres. Et l'expérience de la pauvreté, c'est quelque chose qui fait un socle, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Parce que j'ai plus de choses en commun avec certainement une femme blanche qui a grandi dans un quartier pauvre qu'une fille de diplomate algérien, certainement. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de préciser que je dis, là on est dans un moment où on revendique la question de l'identité en littérature, au cinéma, qu'on commence à en parler, on se réjouit tous de ça. Mais si la question elle est portée par des gens qui traitent la question de l'identité seuls, sans parler de la question de la pauvreté, on raconte pas la même chose du tout. Donc en fait le nous il est multiple, et moi le mot d'avant peut-être c'est que je milite pour la complexité. En fait le jour où on aura le droit d'être complexe, c'est que ça y est on est libre. Le jour où on aura le droit de ne pas se poser la question de comment on va être perçu si on dit telle ou telle chose, de ne pas se sentir écrasé par la responsabilité d'être, on dirait, le tableau de Jacques Delacroix à la Marianne guidant le peuple. Moi, dès que je commence à parler, on dirait que je suis la rebeu guidant le peuple. Et que si je dis un truc, je risque de faire tomber tout, mais le jour où on pourra s'exprimer de manière libre, parce qu'on n'est plus écrasé par ça, et qu'on a le droit d'être complexe, qu'on a le droit d'être paradoxal. Comme je disais tout à l'heure, en 20 ans, j'ai dit 50 trucs sur l'identité. Si vous prenez mes interviews, vous allez dire c'est mythomane. C'est juste que, en fait, c'est mouvant et on a le droit de se chercher. Et voilà. Et donc, là, je vais faire une vraie chute. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour moi, c'est de porter fièrement, aller vers quelque chose de l'ordre de cette liberté-là, d'avoir la liberté d'être complexe.